Direction le Pacifique, direction l'archipel hawaïen, comme chaque année au début du mois d'octobre, Cyril, pour le dernier rendez-vous de la saison, le fameux championnat du monde Ironman. Ouais, le championnat du monde Ironman, tant attendu par ses amateurs que par ses professionnels. Dans la catégorie professionnelle, donc les règles avaient un peu changé, puisque avant il suffisait de se qualifier sous un système de slot, et maintenant il fallait faire quelques courses, quelques Ironman pour marquer des points et ainsi obtenir sa qualification. Effectivement, la WTC, qui est l'organisatrice de ces événements du circuit Ironman, souhaitait que les compétiteurs courent plus régulièrement les épreuves organisées. Donc il fallait absolument courir sur une distance Ironman et d'autres sur d'autres distances, en l'occurrence Alpha Ironman. On mêlait les points, on avait un classement, bilan des courses 81 athlètes professionnels sélectionnés pour disputer ici Hawaï 2011, et le dossard numéro 1 c'est pour lui, double vainqueur déjà, l'Australien Craig Alexander. Ouais, Craig Alexander, vainqueur en 2008, en 2009, numéro 1 parce que Chris McCormack, le vainqueur de l'an passé, n'est pas là. Il s'est consacré à la petite distance pour la qualification aux Jeux Olympiques, donc Craig Alexander est de fait le numéro 1 pour cette épreuve. Il y aura une concurrence féroce, je dirais presque comme chaque année, peut-être un tout petit peu plus, parce que comme ils se sont, croisés ou qu'ils se sont un petit peu évalués au long de la saison, ils arrivent ici dans des conditions optimales, si bien que ce champ d'athlètes est vraiment un des plus brillant qui puisse être. On a remarqué la présence de Chrissy Wellington qui n'avait pas couru l'année dernière, la présence bien sûr de Mirinda Carfrae qui a gagné l'épreuve ici l'an passé. Elles, du côté féminin, sont présentées comme les principales, athlètes à surveiller. Ouais, les athlètes à surveiller, Miranda Carfrae ou Chrissy Wellington, très affûtée, on l'a vu, et qui l'an dernier n'avait pas pu participer et qui est là donc pour essayer de récupérer son titre, qui malheureusement a connu quelques déboires 15 jours avant Hawaï. Effectivement, une chute lors d'un entraînement à Boulder, en Colorado. Triple vainqueur de l'épreuve, Chrissy Wellington a souffert dans sa chair. Il y a eu des marques, effectivement, on les verra visibles, c'est sûr, mais il y a aussi eu des souffrances plus cachées, plus internes, qui risquent peut-être de l'handicaper. On a vu Caroline Stephen, on voit Leanda Cave, on reviendra sur ces athlètes qui, elles aussi, ambitionnent de monter sur la plus haute marche du podium. Il y a les 1800, pros ou groupes d'âge, amateurs plutôt, qui sont qualifiés ici comme ces pilotes d'IndyCar brésiliens, qui ont obtenu la possibilité de venir courir l'épreuve Rennes. 1850 concurrents au total, Cyril, 81 pros, à peu près 50 hommes et un peu plus chez ces dames, et notamment la présence de Natasha Badman, déjà 6 fois vainqueur de l'épreuve, qui encore une fois, et à 45 ans, est présente à Hawaï. Ouais, Natasha Badman qui a toujours le goût de la compétition, toujours le goût pour pratiquer le triathlon, ça c'est vraiment très intéressant. Ça sera compliqué pour elle d'aller chercher les deux favorites qui sont Chrissy Wellington et Miranda Carfrae, mais on ne sait jamais, Natasha Badman qui est capable de nous surprendre. Vous reconnaissez bien sûr tous ces visages. On avait passé Karine Turig, on voit Julie Dibens connue pour ses compétences hors normes presque en natation et à vélo. Elle aussi, elle a été blessée quelques semaines avant l'épreuve, une entorse de la cheville droite. Est-ce qu'elle aura suffisamment récupéré pour pouvoir justement essayer de performer ici? C'est compliqué. Hawaï arrive en fin de saison. Toute la difficulté pour les athlètes désormais, c'est de courir après les points, mais de rester en bonne santé pour venir participer à l'épreuve Rennes. Voilà, courir après les points et rester en bonne santé physique et garder une très bonne préparation justement pour réussir à Hawaï. Donc c'est vrai que beaucoup d'athlètes se qualifiaient très tôt dans la saison. Avant il suffisait de faire un Ironman pour se qualifier, hop, on rentrait dans les places qualificatives, on était qualifié, après on n'avait plus qu'à choisir ses courses pour se préparer. Maintenant la donne est différente, il fallait marquer des points, donc courir au moins un Ironman, voire 2-3 Alpha Ironman pour ensuite se qualifier. Donc un peu plus compliqué, mais c'était la règle pour tous, et donc allié en plus à essayer de se qualifier, la préparation. Kailua Pier, c'est le lieu du départ, c'est l'embarcadère en l'occurrence là, où les athlètes s'échauffent, s'étirent. Julie Dibens là qui fait marcher ses épaules, le regard perplexe de Matt Reed, première expérience sur distance Ironman et première expérience à Hawaï plutôt. C'est le cas aussi de Sam Wariner, l'athlète féminin de Nouvelle-Zélande. Ils sont quelques-uns comme ça à s'élancer sur cette épreuve hawaïenne qui est présentée comme le summum, le must, et l'histoire, enfin bref, le lieu où tout est né. Ouais, c'est l'histoire du triathlon, c'est là-bas qu'est née la discipline, donc forcément beaucoup de tension, beaucoup de stress, notamment pour ceux qui viennent pour la première fois à Hawaï au moment du départ. Vous allez le voir sur cette ligne de départ, c'est très tendu, mais voilà, c'est l'histoire qui fait ça, mais c'est aussi la beauté de cette course.
des marques sur les jambes de Chrissy Wellington, on vous en parlait tout à l'heure, hein, qu'elle soignait encore, je dirais presque jusqu'à la veille de l'épreuve, des difficultés lors des différents entraînements en mer depuis quelques jours. Elle est perplexe, elle qui est désormais entraînée par Dave Scott depuis 3 saisons je crois, et elle s'élance sur cette épreuve avec peut-être un petit doute. Enfin bon, on a l'habitude de voir Chrissy Wellington outrepasser ses difficultés. On verra ce qui se passe un peu plus tard. Pour l'instant, on patiente. Des images du départ amateur, histoire de nous donner une densité. Et ça, c'est le vrai départ des pros, des 81 pros. 3 km 8 de natation et un tout petit peu plus. 180 à vélo, un marathon derrière. Des conditions de course, Cyril, on n'en a pas parlé, qui n'ont rien à voir avec celles qui étaient d'actualité les jours précédents. La mer est calme, la température est douce. Pas de vent ou très peu de vent. Ouais, ça c'est important, c'est une donnée très très importante pour ces athlètes, notamment pour la natation. Ça va permettre justement à ceux qui ont un peu de mal en natation de pourquoi pas essayer d'accrocher le bon wagon, hein, parce qu'en natation c'est vraiment important à Hawaï, c'est le départ. Accrocher le bon wagon, alors certes il va y avoir les favoris qui vont se détacher, je pense notamment à Indy Pot et Jacobs qui devraient sortir normalement en premier de l'eau, et puis pourquoi pas essayer de s'échapper pour faire la course en tête, et pourquoi pas rallier le parc à vélo en tête. Derrière, il va y avoir la course des favoris, notamment Rallart et Greg Alexander qui risquent de se regarder. Et puis après, pour les outsiders, il va falloir s'accrocher et pourquoi pas essayer de s'échapper pour les faire douter, pour les faire travailler. Il faudra solliciter les favoris, c'est la seule façon de pouvoir les amener à, je dirais, connaître la difficulté. Bien sûr qu'ils vont la croiser, la difficulté, tout au long de ce parcours, qu'il s'agisse des pros, des amateurs, on passe par des coups de moins bien, c'est une évidence. Mais là, il va falloir faire en sorte que ceux-là éprouvent de réelles difficultés pour ne pas ensuite enchaîner avec un marathon sur 2h41 ou 42 de temps, parce que toute la différence entre ces athlètes-là, c'est effectivement leur capacité à courir vite. Ouais, on a 2 gros favoris chez les garçons, pareil chez les filles, Miranda Carfrae, Chrissy Wellington, qui sont capables de courir très 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 vite. Et donc pour les outsiders, l'objectif c'est essayer de les fatiguer, essayer de les faire travailler, pourquoi pas prendre quelques minutes d'avance pour les faire douter, et on sait jamais, pourquoi pas essayer comme ça d'aller jusqu'à la victoire. On n'a pas parlé des Français présents, des pros français présents. 2 messieurs, Patrick Vernet, Cyril Viennot, 2 gars du même club, Beauvais en l'occurrence, 2 expériences ou du moins 2 profils différents. L'expérience du côté de Patrick Vernet avec, je dirais presque 8 épreuves Ironman, enfin 8 épreuves ici à Kona disputées, c'était ça son 9e engagement. Et puis Cyril Viennot qui découvre Hawaï, qui arrive à Hawaï avec des performances sympas en Afrique du Sud et en Suisse, et qui se dit bien sûr que ça va être compliqué, mais j'ai peut-être une carte à jouer. C'est peut-être aussi ça, ce regard neuf. Ouais, un regard neuf, une carte à jouer. Alors j'imagine beaucoup de tension, beaucoup d'impression au moment du départ pour Cyril Viennot, c'est normal, hein, on est à Hawaï, donc on l'a dit, hein, c'est l'histoire du triathlon, c'est la mecque de la discipline. Maintenant Cyril Viennot, il a quand même fait 4e en Afrique du Sud, 5e sur l'Ironman de Suisse, donc il a des résultats qui lui montrent, qui lui prouvent qu'il est capable aussi de réussir quelque chose. Donc il faut qu'il aborde la course sereinement, qu'il essaye de bien se placer en natation, pas trop s'affoler en vélo, puis après en course à pied, pourquoi pas aller essayer de récupérer ceux qui ont donné un peu trop. Demi-tour, on est arrivé au bout de cette première ligne droite. Donc là il va y avoir une petite longueur pour les nageurs avant d'attaquer le retour sur Keilua Peer, et c'est Andy Potts qui pour l'instant mène la danse, légèrement détaché. On le voit d'ailleurs à l'image sur la gauche de votre écran, Potts qui a un léger avantage, et derrière le peloton des favoris, comme le disait tout à l'heure Cyril, 25-30 athlètes. Parmi ces hommes, il y a des femmes, Amanda Stevens, il y a Julie Dibens, Lucy Zeninkova, mais tout ça est très dense et il faut trouver sa place d'un bout à l'autre maintenant. Hein. Ouais, c'est très très dense, donc c'est vrai qu'après le demi-tour, c'est important d'être bien placé, hein, parce que pour revenir une fois qu'on a passé ce demi-tour, c'est pas évident. Bien que on peut le voir cette année, les conditions sont vraiment favorables pour faire une très bonne natation. Donc si jamais on a un peu loupé son départ, pourquoi pas essayer de donner tout ce qu'on a pour essayer de revenir, mais c'est important de sortir dans ce groupe de favoris. Regardez les pelotons, à gauche les professionnels, en bas à gauche de votre écran, le petit groupe, et en haut à droite ce sont les amateurs qui se sont élancés, eux avec effectivement 30 minutes de retard ou 30 minutes de délai par rapport au départ donné à 6h30, de façon à ce que ces pros puissent nager dans le confort, dans une certaine forme de sécurité et disputer l'épreuve dans les meilleures conditions. C'est de plus en plus le cas et c'est souvent comme ça que ça se passe. Ouais, c'est souvent comme ça que ça se passe. Ils ont mis ça en place maintenant il y a quelques années
à Hawaï pour l'éthique sportive, pour la course. C'est important que les professionnels maintenant aient une course propre à eux. Sur les images, on voit bien l'écart qui a fait Andy Pons sur ses concurrents, un écart qui commence vraiment à être conséquent. Donc intéressant pour Andy Pons comme ça de pouvoir sortir de l'eau avec une avance confortable. L'eau claire avec cette ambiance absolument unique ici donc à Hawaï, Big Island, pour ce nouveau rendez-vous de l'Ironman. Regardez l'air de transition avec le parc à vélo sur Kailua Pier justement, et la sortie de l'eau de l'américain Andy Potts. 49 minutes et 44 secondes, c'est le temps réalisé par l'américain qui compte à cet instant présent près de 2 minutes d'avance sur le peloton de chasse, en l'occurrence tous les favoris. Andy Potts qui se dépêche, qui ne passera même pas par la douche pour se dessaler, qui va gagner de précieuses secondes ou tenter de les gagner pour justement partir et accroître, s'il le peut, son avance sur les poursuivants. Les poursuivants, ce sont ceux-là: Jacobs, Matt Reed, Marco Albert, Dirk Bockel. Il y a ensuite Luke Mackenzie, Craig Alexander, Faris Al-Sultan. Regardez, tous ceux-là sont parfaitement réunis. Ça nous donne un tout petit peu, je dirais, la qualité de l'épreuve à laquelle on va assister. Ouais, une grosse qualité, grosse densité. Attention, on l'a vu, Andy Potts tout seul devant, derrière un gros groupe. Donc il risque d'y avoir un départ vélo très agressif, très rapide. Donc il va falloir se méfier aux transitions, ne pas louper sa transition, faire attention dans ses premiers kilomètres. Il faut savoir que la règle du drafting est interdite, donc faire attention aux arbitres, parce que c'est pas impossible que ça cartonne un peu dans les premiers kilomètres. C'est parti vite là. Le parcours cycliste de cet Ironman disputé à Hawaï, 180 km. Pas de souci là-dessus, mais d'abord il y a un petit aller-retour à effectuer là avant d'attaquer la remontée sur Avi. On avait passé Andy Potts bien sûr. Ensuite il y a Pete Jacobs, 51-38, elle est près de 2 minutes de retard. On voit Luke Mackenzie dans la foulée. Et regardez la sortie des pros, tous là presque réunis. Les Français, en l'occurrence Viennot et Vernet, eux, vont sortir en 55-56, c'est-à-dire 6 minutes derrière les meilleurs pour l'instant. Donc un groupe d'une 25 athlètes: Marino Vandenecke, Reinhard Tissink, Faris Al-Sultan en gros plan. Des gros rouleurs, c'est important que les rouleurs soient pas trop loin les uns des autres. Attention, ils sont là les rouleurs, je pense à Reinhard Tissink. Donc peut-être que la course risque d'être compliquée pour les deux favoris. Allez, on suit avec maintenant ces dames qui en sortent après les sorties de Amanda Stevens, Julie Dibens, Lucy Zenkova, autour des autres athlètes, en l'occurrence Rachel Joyce, Leanda Cave. Pour l'instant, Julie Dibens en gros plan. Elle avait pris la 3e place l'année dernière, Julie Dibens, ici à Hawaï. Est-ce qu'elle va réussir à améliorer cette performance? On vous parlait il y a quelques instants de sa douleur à la cheville droite. Il faudra suivre tout ça de très près. Pour l'instant, c'est le parcours cycliste et c'est le gros plan sur Andy Potts. Ça continue. Et bien sûr, tous ces athlètes essayent de gagner un maximum de temps à l'occasion de ces transitions. Mackenzie est celui qui a réalisé la transition la plus rapide en 1 minute et 40 secondes. Ça devient maintenant, je dirais, presque aussi rapide que sur les épreuves de Coupe du Monde ou de Série mondiale. Ouais, c'est une transition très rapide, 1 minute 40 secondes, parce que comme vous avez pu le voir, il a fallu que les athlètes, au moment où ils sortent de l'eau, fassent tout le tour du parc à vélo. On rentre dans un parc à vélo, on rentre d'un côté, on est obligé de sortir de l'autre. Donc là, ils ont été obligés de faire le tour du parc à vélo, se changer, donc 1 minute 40 pour la transition, ça a été très rapide. Rachel Joyce, dont je vous parlais à l'instant, Cameron Brown, Dossard 14, Leanda Cave juste en devant, et on a remarqué aussi Frédéric Van Lierde avec son crâne rasé. Pour l'instant, on suit les Britanniques, Joyce, Cave, deux compatriotes qui sortent aux avant-postes et qui elles aussi ont de sacrées qualités à vélo à surveiller de près. Regardez les écarts donc du côté de chez ces dames sur les 5 premières. Et me direz-vous, des nouvelles de Christy Willington? Pour l'instant, Kenoni, rien du tout. On revient sur Julie Dibens qui attaque le parcours cycliste et qui rapidement a pris le meilleur sur Amanda Stevens pour prendre les commandes de la course et essayer vite d'asphyxier la concurrence. Ouais, Julie Dibens qui va tout donner en vélo, elle a un problème à la cheville, ça va être compliqué pour elle la course à pied, donc sa seule chance c'est éventuellement de prendre
un écart assez important en vélo pour essayer de limiter la casse en course à pied. Quant à Chrissy Wellington, hein, on le savait, elle a du mal à nager, elle n'a pas pu nager pendant 15 jours avant la compétition et on ne la voit pas parmi les 5 premières. On a vu passer Hélène Biche-Devat, on a vu passer Marie-Beth Ellis pour l'instant du côté de chez ces dames en 57-17. Caroline Stephen, Mirinda Carfray ensemble. Attention, déjà 5 minutes, un peu plus de 5 minutes de retard pour ces athlètes sur Julie Dibens. Et ça c'est le retour d'Andy Potts, il a fait sa boucle en l'occurrence, il est allé faire demi-tour à hauteur de Keohou et là il revient sur Kona tout simplement avant de filer direction Avi et faire le demi-tour 85 km plus loin. Toujours léger avantage pour ce qui concerne l'athlète américain. La voici Chrissy Wellington, enfin serait-on tenté de dire, Chrissy Wellington qui sort de l'eau en 1 heure, 1 minute, après 1 heure, 1 minute et 3 secondes. 1 heure, 1 minute et 3 secondes, c'est, je dirais presque, c'est absolument dingue, c'est presque 7 minutes de plus qu'en 2009, c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable, hein. On l'avait déjà souligné qu'elle avait énormément progressé en natation, malheureusement elle a pas pu nager correctement, elle est blessée à l'épaule et on a souvent l'habitude de dire que en natation on ne gagne pas la course mais on peut la perdre. Dire que Chrissy Wellington a perdu la course à ce moment-là, on va pas le dire parce qu'avec Chrissy Wellington on peut s'attendre à tout, elle est tellement forte en vélo, tellement forte en course à pied qu'elle est capable de revenir, mais ça va être très très compliqué. On va dire qu'elle avait un joker, son joker il est déjà mangé. Eh bien c'est parti avec un objectif assez simple et surtout une stratégie très claire. Il va falloir aller chercher les favorites devant en course à pied parce que ça va sans doute se passer effectivement en course à pied. Faris Al-Sultan, ça ce sont les gros rouleurs dont on parlait tout à l'heure, hein. Andreas Rallard, Faris Al-Sultan, Marino Van Honecker, ceux qui eux impriment un rythme soutenu devant. On revient bien sûr sur la course féminine avec un rythme différent mais l'assurance de Julie Dibens, là en l'occurrence la britannique, qui mètre après mètre creuse l'écart avec ses principales rivales que sont Rachel Joyce, que sont Leanda Cave, que sont surtout Caroline Stephen. Lucie Zelenkova, elle est sortie en 3e position de l'eau chez ces dames. Elle aussi a l'habitude de faire un fort vélo mais elle craque souvent en fin de parcours. Gros plan sur l'américain Andy Potts. Il a fait une transition éclair aussi, pas de lunettes, il a fait un choix différent. Et Chrissy Wellington, encore en train de fixer ses chaussures, elle a quitté l'aire de transition il y a quelques secondes. Il faut qu'elle aille d'abord faire son demi-tour à hauteur de Keohou et revenir ensuite par Kona. Andreas Rallard, l'Allemand, 2e l'an passé. Regardez le côté gauche du visage de Rallard en sang. Ça c'est le résultat d'un coup en l'occurrence survenu pendant la natation et des lunettes qui ont entaillé l'arcade. Voilà, il a pris un coup en natation et les lunettes ont entaillé l'arcade. Donc Andreas Rallard qui commence mal cette édition 2011 déjà avec une blessure qui pourrait le gêner, hein, au bout d'un moment dans la course quand la fatigue arrive. Et ben voilà, tous les petits bobos ressortent et puis c'est un bobo qui pourrait le gêner pour le reste de la course. Les champs de lave, Big Island, Hawaï, le décor est planté, c'est comme ça désormais pour ce qui concerne le parcours cycliste. Et ça c'est le chapelet de ses favoris qui pour l'instant en file indienne, tout en respectant bien sûr les consignes et les règles. Il y a 10 mètres à respecter en termes d'espace entre chaque concurrent d'un point de vue de la file indienne. Et puis lorsqu'il s'agit de dépasser un temps imparti, je crois qu'il faut grosso modo une vingtaine de secondes pour que le dépassement puisse être estimé comme efficace et valable. On a vu passer Van Honecker, on voit passer Andreas Rallard. Il y a dans ce groupe aussi Craig Alexander, il y a Chris Lieto, il y a pour l'instant Andy Potts devant, il y a Tollefson, l'américain, il y a Tissink, il y a Jacobs, enfin bref, ils sont tous là. Voilà, ils sont tous là. Maintenant, quelle stratégie adopter, hein? Je pense que pour Greg Alexander et Rallard, c'est pas eux de faire la course, enfin c'est mon avis, hein. C'est à eux d'attendre. Maintenant, je pense à Marino Van Honecker, Chris Lieto notamment. Et il y a un moment donné, il va falloir qu'ils essayent de trouver l'ouverture pour essayer de sortir de ce groupe et essayer à l'image d'Andy Potts, essayer de prendre quelques longueurs d'avance. On a vu le travail de Chris Lieto, l'américain. Il avait pris une deuxième place, ici. Chris Lieto, c'était en 2009. Il a effectivement la possibilité de faire un gros vélo, mais attention, parce qu'à pied, ça peut être effectivement payé cash. Julie Dibens, toujours dans son style caractéristique, bien installé là, en position de recherche de vitesse. Ouais, globalement, hein, on est à Hawaï, là, on est avec les meilleurs mondiaux, hein. Vous pouvez regarder toutes les positions, ils ont tout étudié, ils ont souvent des vélos qui ont été faits sur mesure pour eux, des casques profilés à l'image de Greg Alexander qui cette année a choisi justement ce casque profilé.
des positions vraiment aérodynamiques. C'est hyper important à Hawaï car comme vous pouvez le voir, hein, les coureurs vont pas beaucoup changer de position. On a vu passer là, et c'est l'exception qui confirme la règle. TJ Tolackson avec son casque, plus de skater que de triathlète, et un vélo assez lui aussi au profil particulier. Mais ça, c'est l'ambiance en tête de course, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un leader, il y a une somme de leaders, et au gré des kilomètres, on prend le rythme, on passe en tête et on essaye de garder une vive et même allure. Mary-Beth Ellis, l'américaine qui a gagné 3 Ironman cette année, essaye elle de rester au sein du groupe de leaders chez ces dames. Caroline Stephen, elle aussi, on est en train de remonter tout doucement. Leanda Cave, la Britannique, championne du monde en 2007, c'était à Lorient. Grand gabarit, elle aussi avec quelques traces là sur les épaules d'une chute sans doute. Et là on arrive sur Lucie Zelenkova. On voit devant Leanda Cave Rachel Joyce. On est en train de contrer un tout petit peu Julie Dibens, ou du moins de limiter la casse du côté féminin. Regardez ces longues lignes droites qui sont presque monotones. Et là, il va falloir se battre contre le temps, contre un peu de vent en fin de parcours. Cyril, comment on arrive à trouver les ressources mentales pour maintenir le rythme? Là où il va falloir que les ressources mentales jouent énormément, c'est au moment où on commence à décrocher. Donc là, on est en début de course. C'est sûr que mentalement, il faut être fort parce que si on a un peu lâché le groupe, il faut quand même rester dans la course et on ne sait jamais, hein, la course est longue. Je pense notamment à Miranda Carfrae et à Chrissy Wellington qui sont un peu détachés. Donc pour eux, c'est de rester concentrés et justement essayer de garder le contact. Après, quand ça commence à être dur, je pense notamment au soleil qu'on voit, hein, quand on est entouré comme ça de champs de lave, le soleil il brûle vraiment très très fort. C'est là que les ressources mentales vont intervenir pour justement essayer d'aller le plus loin dans la course et essayer de rester concentré. Dossard 25, Chris Lieto, dans la roue presque de Andy Potts. Attention, les arbitres là, il y en a partout. C'est pas le moment de prendre un carton, une pénalité, un arrêt au stand pendant 5 minutes. Pour l'instant, c'est Andy Potts qui se rafraîchit un tout petit peu avec cette bouteille d'eau là dont il presse le contenu, et le vent, bien sûr, l'allure, la vitesse lui permet de bénéficier d'un peu de fraîcheur. Ils en ont besoin, c'est une évidence. Lieto dans ses œuvres en blanc, TJ Tolackson en rouge. Position très différente entre les deux coureurs. Rien à voir. Pas la même tenue, pas la même position. Et ces lignes droites, presque interminables, ils connaissent tous le programme de leur journée et il faut faire abstraction de ces longueurs, de ces heures passées avant d'attaquer justement le vif du sujet, et ce sera la course à pied. Ouais, c'est long, c'est qu'une seule ligne droite en fait, hein, c'est un aller-retour. Voilà, faut pas aller à Hawaï pour se dire je vais voir des paysages différents, hein. Le paysage c'est tout le temps le même. Il faut rester concentré, il faut rester en position, faut essayer par moment quand on peut relancer, profiter de relancer et de s'étirer en même temps. On le voit, hein, quand il y a parfois quelques changements de direction comme là, mais voilà, mentalement c'est une grosse course et ces athlètes doivent intégrer dans leur préparation la préparation mentale justement. Rachel Joyce qui nous permet d'insister sur l'hydratation. Il faut boire, énormément boire, parce qu'on le paye cash là aussi si on oublie un tout soit peu de s'hydrater, de s'alimenter. C'est une course de plus de 8 heures pour ces messieurs, de près de 9 heures pour ces dames. Pour ce qui concerne les meilleurs, autant dire qu'il faut ça aussi savoir le gérer. On approche du demi-tour pour ce qui concerne la course en tête. La course du côté de ces messieurs, le demi-tour à hauteur de kilomètre 84 en l'occurrence, à vie. Et toujours les mêmes relances, toujours les mêmes attitudes agressives. Chris Lieto, là on s'approche du demi-tour, ça monte un tout petit peu, le vent fait son apparition, il évalue la distance. Il sait pertinemment, Lieto, qu'il va devoir faire l'effort un peu plus tard dans la course pour essayer de grappiller ces précieuses minutes dont il a besoin pour attaquer la course à pied si possible avec un peu de confort et espérer rentrer dans le top 10, dans le top 5. Pour l'instant, on suit Julie Dibens. Rapidement, on passe sur Luke Mackenzie. Luke Mackenzie, gros cycliste en puissance lui aussi. Ça va être comme ça pendant de longues minutes, de longues heures. Nous on va en profiter pour marquer une petite pause, respirer et puis se retrouver dans une poignée de secondes tous ensemble pour vivre la deuxième partie de cette épreuve disputée à Hawaï, le fameux Ironman, le championnat du monde. A tout de suite. De retour
Hawaï, Chrissy Wellington en gros plan, dossard 102, elle qui n'avait pas pu courir l'an dernier, un virus l'avait empêché de prendre le départ de l'épreuve. Cette année elle s'est préparée, mais une chute il y a 15 jours dans le Colorado, et lui a un petit peu, je dirais, fait prendre conscience de la difficulté qu'elle allait avoir sur cette épreuve justement à maintenir un haut niveau. Elle a eu mal en natation, elle a dû, je dirais, limiter son effort, elle est sortie loin de la tête, elle comptait à la sortie d'eau 3 minutes 45 de retard sur Miranda Carfrae, sa principale rivale. Il faut qu'elle fasse ce retard, Cyril, elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix, il faut qu'elle revienne, maintenant il faut qu'elle oublie cette partie natation. De toute façon elle savait au départ qu'elle allait perdre beaucoup de temps en natation. 15 jours sans nager, c'est monstrueux, hein, 15 jours sans nager, et puis mentalement on se pose des questions quand on nage pas comme ça, hein. Voilà, les athlètes de haut niveau, ils ont besoin, quoi qu'il arrive, de faire du vélo, de courir, de nager, et 15 jours comme ça sans nager, c'est très important. Maintenant il va falloir qu'elle oublie cette partie natation pour essayer de revenir petit à petit dans la course, et justement montrer le bout de son nez, montrer à ses adversaires qu'elle est encore là. Ses adversaires, et parmi elles, Julie Dibens, pour l'instant en tête de cette compétition qui se rafraîchit. Julie Dibens, température extérieure, elle est certes douce pour le tourisme, elle est un tout petit peu élevée pour des athlètes qui vont produire des efforts sur une telle durée. On suit la progression là, et le vent qui commence à faire son apparition, Cyril, on n'est pas loin du demi-tour, et là ça commence à devenir un adversaire. Ouais, le vent, toujours au demi-tour, ça c'est voilà, c'est le classique, le vent au demi-tour, donc souvent le vent qui tourne un peu, donc un moment donné on l'a dans le dos, la bosse d'après on l'a de face, donc un vent qui au fil du temps va se lever, il va falloir le gérer, et au fil du temps aussi il y a la fatigue, donc des athlètes qui devraient, pour ceux qui ont les capacités, attaquer, relancer, justement pour essayer de s'extraire. Je pense notamment à Marino Vanhanecker. Regardez Marino Vanhanecker, là, il y a un petit détail là qui attire notre attention, c'est le sel là sur son cuissard. Je trouve qu'il a beaucoup de sel, moi. Est-ce que c'est pas... Alors le sel, bien sûr, c'est normal, ils en perdent, mais est-ce que c'est pas un tout petit peu trop... Enfin, est-ce que c'est pas excessif, tout simplement, à ce stade de la course? C'est sûr que on le voit, hein, par rapport aux autres athlètes, on voit Marino Vanhanecker qui ouais, voilà, c'est des sels minéraux, c'est aussi, bon, l'eau de mer est salée, donc voilà, il y a aussi le sel de l'eau de mer, mais... c'est quand même assez surprenant, et faudrait pas qu'il oublie de s'hydrater, hein, Marino Vanhanecker, parce que alors, sur une course comme Hawaï, si on oublie, c'est mort. Abi, demi-tour, le voici. 84e kilomètre. Vanhanecker, Mackenzie, Lieto, Alexander, Alchetan, Rallart. C'est le groupe de 6 triathlètes qui ont pris, je dirais, un léger avantage. La relance de Craig Alexander avec ce casque profilé, ce nouveau vélo spécialement dessiné pour lui. Un vélo assez étonnant avec le contenu nécessaire dans le cadre pour s'hydrater justement. Encore une fois, on est en train de chercher de faire travailler les architectes pour dessiner des machines les plus performantes, les plus agressives, celles qui donnent le moins de, je dirais, de difficulté moins de résistance tout simplement à l'avancement, quoi. Oui, Greg Alexander qui a opté, c'est vraiment une révolution, hein. Sa réserve en eau est intégrée dans le cadre, donc forcément c'est des porte-bidons en moins, c'est des bidons en moins. Alors c'est un tout petit peu de poids en moins puisque les porte-bidons n'existent plus, et c'est surtout l'aérodynamisme qui est meilleur puisque maintenant son bidon est situé derrière la selle. On redescend la direction, en l'occurrence Kona, pour la fin du parcours cycliste. C'est à partir de là qu'on va voir les hommes forts, hein, ceux qui ne vont pas craquer, hein. Après le demi-tour, voilà, on va rentrer dans vraiment le longue distance. Après 120 km de vélo, on va voir les hommes qui ont trop donné et qui vont être obligés de lever le pied un peu pour récupérer. Pareil c'est chez filles, et on va voir les athlètes qui sont en forme, qui sont vraiment prêts et qui vont pouvoir justement continuer dans l'effort pour prendre quelques longueurs d'avance et s'extirper du groupe. Samantha Wariner, la néo-zélandaise qui vient de dépasser Miranda Carfrae. On arrive à hauteur de Hawi, et regardez qui refait son retour, qui est en train de revenir. Elle vient de dépasser Miranda Carfrae, elle vient de dépasser Samantha Wariner. C'est Chrissy Wellington qui a fait son retard sur la principale adversaire de cette épreuve à ses yeux, et qui pour l'instant poursuit son chemin en se disant bon, il faut que je limite encore une fois un peu plus l'écart avec Dibens. Stephen, pourquoi pas, Caroline Stephen peut être dangereuse, hein.
Caroline Stephens, deuxième l'an passé, donc à surveiller de très près. C'est sûr que là, Chrissy Wellington, elle a mis un coup de massue à Miranda Carfrae en revenant sur elle comme ça, juste avant le demi-tour, hein, il me semble. Donc dur à encaisser pour Miranda Carfrae. C'est pas du tout la même course que chez les garçons où les deux favoris sont ensemble depuis le début. Donc là, c'est une guerre entre les deux, alors que là, Miranda Carfrae qui voit Chrissy Wellington refaire presque 4 minutes de retard. Luke Mackenzie, dont on parle depuis le début, il a gagné l'Ironman de Chine cette année. Ça, c'est le demi-tour. Julie Benz est passée depuis 7 minutes 35 secondes autour de Caroline Stephens, la Suissesse. De relancer. Elle attaque désormais la partie descendante, direction Kona et direction l'aire de transition, le marathon. Le programme est encore chargé, le programme à venir est encore chargé. Rachel Joyce, Leanda Cave, je dirais presque les deux Britanniques qui font une course, non pas d'équipe, loin de là, mais qui pour l'instant ont décidé de poursuivre ensemble, même s'ils respectent les règles. C'est pas complètement stupide, hein. C'est une façon de rompre avec la monotonie de l'épreuve. Exactement, c'est pas stupide, au contraire, hein, quand il y en a une qui commence à avoir un peu de mal, et c'est l'autre qui prend le relais pour donner le rythme à la course dans les règles. Et puis voilà, ça permet justement, pourquoi pas, de se motiver comme ça à distance et de faire une course sur un bon tempo, un bon rythme. À l'inverse de Caroline Stephens qui est un peu esselée derrière la tête de course. Alors quand on est tout seul devant, forcément on est en tête de course, c'est tout le temps motivant. Caroline Stephens, elle doit quand même se poser des questions. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaie de revenir devant? Est-ce que j'attends un peu? Pas facile pour Caroline Stephens avec la position qu'elle a actuellement. Lieto, il a pris sa chance. On est allé à peu près 45 km de l'aire de transition, la deuxième aire de transition. Il a appuyé sur les pédales et il a creusé l'écart. C'est Marino Vanhoenacker qui essaye de suivre en compagnie de Luke Mackenzie. Ça, c'est Chris Lieto pour l'instant en position de recherche de vitesse. Ce parcours qu'il a fait maintes et maintes fois, qu'il a reconnu, qu'il connaît par cœur. Il a même fait un contre-la-montre l'année dernière face à Lance Armstrong. Il s'était imposé, je dirais, non, il a perdu de quelques secondes. Donc c'est pour vous dire à quel point il a travaillé ce secteur. Et lui aussi il a travaillé. Regardez Alexander qui vient de déposer Mackenzie. C'est la preuve aussi de l'agressivité et de la préparation efficace de ce champion australien. Il a bien préparé son affaire, hein, Greg Alexander. À chaque fois qu'il a gagné à Hawaï, il l'a gagné en course à pied avec parfois pas mal de retard à la fin du vélo. Donc attention, ça va être compliqué, hein, pour ces athlètes quand on voit Greg Alexander comme ça encore bien présent en vélo. Chris Lieto, lui, voilà, et de toute façon il n'avait pas le choix, hein. Il fallait qu'il sorte. Je pense que Marino Vanhoenacker aurait bien voulu l'accompagner pour essayer de prendre quelques longueurs d'avance. C'est primordial pour ces outsiders par rapport à Greg Alexander d'avoir à la fin du vélo un petit matelas confortable pour pouvoir aborder le marathon sereinement et pour pouvoir éventuellement être prêt à lutter quand Greg Alexander risque de revenir sur eux. C'est Karen Turek qui vient de dépasser Chrissy Wellington, c'est pas tout à fait une surprise, hein. Elle a été championne olympique du contre-la-montre, Karen Turek, et elle a collectionné les performances aussi dans ce domaine-là, donc le vélo c'est son point fort. Ça c'est Leanda Cave. Récente vainqueur du 70.3 de Floride. Ça c'est Rachel Joyce, juste devant Leanda Cave ou derrière en fonction de la progression. Jusqu'à présent c'est assez efficace. Ça c'est les informations qui sont données à Craig Alexander, l'Australien, les écarts désormais entre lui, c'est-à-dire l'Australien, et Lieto, l'Américain en gros plan, qui est le leader de la course masculine, qui a produit son effort et qui maintenant arrive sur Kona avec quelques minutes d'avance sur ses principaux rivaux tout simplement. Voilà, donc c'est pas inhabituel, hein, de voir Chris Lieto arriver comme ça dans tête de course ou dans les tout premiers. Maintenant, est-ce que l'avance qu'il aura creusé sur les deux favoris qui sont Rallart et Alexander suffira pour aller jusqu'au bout du marathon en tête? C'est pas sûr parce que Greg Alexander il s'est bien battu et puis il y a Marino Vanhoenacker derrière qui a aussi réussi à sortir un peu, qui peut revenir sur Chris Lieto et pourquoi pas faire une course à pied ensemble. Julie Benz, à hauteur du 130e kilomètre, elle compte 9 minutes 20 d'avance sur Caroline Stephens, 13 minutes 20 d'avance sur Joyce et Cave, 13 minutes 40 sur Turek, 18 minutes 20 sur Chrissy Wellington et donc encore un peu plus sur Miranda Carfrae. Ça a l'air d'être assez efficace, hein.
efficace, elle a tout donné en vélo, on le savait, elle était pas à 100% pour réussir une course à pied, et maintenant il va falloir voir comment elle part à pied, hein. Elle s'est blessée à une cheville, donc elle a tout donné en vélo, mais avec plus de 18 minutes d'avance sur Chrissy Wellington, elle a un petit matelas quand même assez confortable. L'arrivée du premier homme, Chris Lieto, dans l'aire de transition, après 5h12 minutes et 30 secondes d'effort, un vélo réalisé en 4h18-32, 4h18-32, c'est énorme. C'est énorme, hein. 40 km/h c'est 4h30, donc je vous laisse calculer, et il doit être à 41-42 km/h de moyenne. Ce ne sera pas le record effectivement de l'épreuve qui appartient à Norman Stadler en 4h18 et 23 secondes, mais c'est pas mal quand même, on s'en rapproche. Julie Dibens, imperturbable ou presque, elle a quasiment jamais bougé de sa position, jamais. C'est ça en l'occurrence la recette du succès. Caroline Steffen, pareil, avec... C'est pas le même braquet, avec une puissance différente. Elle est un peu moins véloce, Caroline Steffen, mais ce qu'il y a de bien, d'encourageant de voir sur ces filles, c'est que la position bouge pas, les épaules bougent pas, donc c'est des filles qui ont bien préparé la distance des 180 km. Elles ont commencé sur un rythme, elles finissent sur le même rythme, donc ça c'est important de voir ça. Ça veut dire que les filles sont encore en forme. Luke Mackenzie, le deuxième dans l'aire de transition, il a 5 minutes 11 de retard sur Lieto. Vanhoenacker à suivre, troisième position. Craig Alexander en quatrième position, 5 minutes 19, 5 petites minutes 19 de retard sur Lieto. On a vu passer Dirk Bockel, et ça c'est l'américain justement, Lieto, qui s'échappe, qui essaie de partir le plus rapidement possible sur ce marathon, capitaliser un maximum. Là c'est quand même court, hein. L'écart est quand même léger entre Lieto et ses principaux poursuivants, en l'occurrence Alexander, 5,19 de retard. Attention, Andreas Rallart, lui il est un peu plus loin, il a 8 minutes de retard sur Lieto, mais bon, on connaît aussi les capacités de Rallart en course à pied, hein. L'an dernier il nous avait fait vraiment une très très forte impression. Maintenant pour Chris Lieto, ça va être tout de suite de trouver le bon rythme, hein. Il a que 4 minutes d'avance sur Greg Alexander, donc il va falloir qu'il trouve le rythme tout de suite. Regardez, sur la droite de votre écran, c'est Alexander qui vient de déposer Mackenzie rapido, s'il part en chasser Chris Lieto qui est un peu plus loin, qui a maintenant 4 minutes 30, 4 minutes 45, mais il va prendre rapidement une vitesse de croisière efficace, super efficace. Ça c'est la première de ces dames, Julie Dibens. 4h44 minutes et 14 secondes pour le vélo uniquement, c'est le nouveau record de l'épreuve, 4h44-14. Total de 5h38 d'effort. Andreas Rallart, dont on parlait il y a une poignée de secondes, il a à cet instant 2 minutes 40 de retard sur Craig Alexander. 2 minutes 40. 2 minutes 40, c'est faible. Et puis ensuite Caroline Steffen qui arrive à son tour dans l'aire de transition avec 11 minutes de retard. 11 minutes de retard sur Julie Dibens. Elle a fait le job, Dibens. Des athlètes qui arrivent quand même... on va pas dire frais, mais qui arrivent quand même vraiment, on les sent à l'aise pour partir sur un bon marathon. Alors Julie Dibens, on l'a déjà dit, hein, comment va réagir sa cheville? Est-ce que physiquement elle est capable d'aller courir un marathon et de soutenir un rythme assez élevé pour éviter le retour de Caroline Steffen et de Chrissy Wellington, Léon Dakev et compagnie. Cyril Viennot, lui, il a terminé le vélo après 5h42 minutes d'effort. Il est grosso modo en 30e position. Il a été malin là-dessus, Cyril. Il savait que ça allait être compliqué. Il a réservé quelques forces encore pour la course à pied. On a vu passer Leanda Cave, Rachel Joyce. Elle compte 16 minutes de retard, les deux sur Dibens. Thurig, 20 minutes de retard, Thurig, sur Julie Dibens. Et ça, c'est la tête de course masculine. On est à hauteur du 9e kilomètre à peine. On n'a pas attaqué le 9e kilomètre. Alexander, il est sur les talons de Lieto. Ouais, il a fait fort. On est toujours sur Ali Drive, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore entamé la portion où mentalement il faut être blindé, c'est-à-dire l'autoroute et Energy Lab, la descente, la remontée. Il est dans la première partie course à pied déjà revenu sur Chris Lieto. Greg Alexander affiche déjà ses ambitions peut-être de record, parce qu'avec le vélo qu'on a vu, je pense qu'il est sur les temps du record de Chris Van Lier. Non, de Luc Van Lier. De Luc Van Lier, pardon. 8h 4 minutes et 8 secondes, c'est le record de Van Lier dans 96. Pour l'instant, on n'en est pas là et elle en est loin, elle, du record. Julie Dibens, elle souffre, c'est à cheville, il n'y a pas de doute. Elle a attaqué le marathon il y a une poignée d'hectomètres.
Et déjà, elle éprouve les pires difficultés. Ça, c'est pas tout à fait le même rythme pour ce qui concerne Andreas Rallard, qui revient à son tour sur Luke Mackenzie. Ah, et ça revient très vite, hein. Rallard capable de courir en 2h40. L'année dernière, elle nous a fait vivre un mano à mano avec Maka absolument phénoménal. C'est surtout l'allure d'un athlète qui dit ben voilà j'ai plus rien à faire qu'à attaquer. Il faut absolument que je revienne le plus rapidement possible aux côtés de Greg Alexander. On sait très bien qu'à Hawaï, sur les fins de course, c'est compliqué. Il y a les crampes, il y a la déshydratation, il y a la fatigue. Et Rallard, ben voilà, il a le souvenir d'un duel magnifique l'an dernier avec Maka. Et ben il aimerait revivre ce duel avec Greg Alexander. Et il faut qu'il revienne le plus vite possible sur Greg Alexander. Je rappelle son écart à la fin du vélo, 2 minutes 40. Gros plan sur le dossard numéro 1, le double vainqueur de l'épreuve jusqu'à présent, l'Australien Greg Alexander. La voici, Chrissy Wellington. Chrissy Wellington qui rentre dans l'ère de transition 22 minutes après Julie Dibens en 6e position. Oula. Coup de stop là, coup de chaud. Coup d'arrêt pour l'Américain Chris Lieto. Où ça commence déjà avec la plus grande difficulté. Là, il essaye de récupérer un petit peu du sucre, s'alimenter, s'hydrater. Il reste encore à peu près une trentaine de kilomètres à effectuer. Et la journée s'annonce difficile. Mirinda Carfrae à son tour. 25 minutes de retard. 25 minutes de retard sur Dibens. 3 minutes de retard sur Chrissy Wellington. Les mêmes écarts entre les favoris chez les garçons et chez les filles, hein, entre 2,30 et 3 minutes. Maintenant chez les filles, il y a Julie Dibens qui est loin devant. Hein. Regardez le record, hein, confirmation, 4h44 minutes et 14 secondes pour Dibens, qui est arrivée la première dans l'ère de transition. Mais maintenant c'est bien loin derrière. Pour l'instant, on suit cette épreuve ici disputée à Hawaï et on suit la progression en l'occurrence de l'Allemand Andreas Rallard, qui n'a qu'une seule, pensée en tête, revenir au plus vite sur Greg Alexander. Et que dire de l'attitude, elle aussi efficace, agressive de Chrissy Wellington. Ouais, Chrissy Wellington qui va rentrer progressivement donc dans son marathon, qui a commencé cette chasse dès la sortie de l'eau, avec déjà beaucoup de retard à la sortie de l'eau. Elle l'a accumulé en vélo parce que pas Miranda Carfrae mais Julie Dibens nous a fait un vélo extraordinaire. Elle est en train de le payer maintenant, et Chrissy Wellington qui maintenant donne tout pour revenir sur la tête de course. Dirk Bockel, le luxembourgeois, il s'accroche lui aussi. Il s'est spécialement préparé pour cette épreuve, pas beaucoup couru cette année, le luxembourgeois, justement pour rester frais et pouvoir faire peut-être un top 5 ici à Hawaï. On a vu Alexander, regardez Rallard. Ça va très vite, on s'hydrate, on ne compte pas le nombre de verres absorbés, on se rafraîchit, et la foulée incroyable de Miranda Carfrae. Ouais, Miranda Carfrae qui est 3 minutes derrière Chrissy Wellington, donc l'objectif c'est d'essayer de revenir le plus vite possible sur Chrissy Wellington, le temps qu'elle se mette en route pour justement essayer de la faire douter, et puis pourquoi pas pour essayer de revenir sur la tête de course. Hein. N'oublions pas Caroline Stephens qui est en 2e position. Effectivement. Ah là, ça va de mal en pis pour Julie Dibens. Impossible d'aller plus loin. Elle abandonnera sa cheville, on le voit. Hein. Elle boite. Douleur à la cheville droite. Rédhibitoire. Ouais. Ça, c'est la foulée de Caroline Stephens qui comptait au moment de poser le vélo 11 minutes de retard sur Julie Dibens, et qui revient au gré des foulées et qui désormais va prendre la tête de l'épreuve. Elle a comme principales adversaires Rachel Joy, Leanda Cave, Chrissy Wellington et Miranda Carfrae. Autant dire du beau monde. Hein. Elle a du beau monde, mais elle sait qu'elle avait déjà 11 minutes d'avance sur Chrissy Wellington et on va dire 14 minutes d'avance sur Miranda Carfrae. Miranda Carfrae. Attention, il y a Leanda Cave quand même entre les deux, et Rachel Joyce, donc à ne pas oublier. Hein. Ne pas oublier non plus cet athlète Steve Jacobs, l'Australien, connu lui aussi pour ses marathons agressifs, hyper efficaces, et qui revient au gré des kilomètres sur la tête de course. Il revient sur Andreas Rallard. Ça devient difficile pour l'Allemand. Il a forcé le rythme, forcé le trait pour essayer de tout simplement réduire l'écart qui le séparait de Greg Alexander. Il est en train de le payer. Ça, c'est la montée de Palani. Hein. Rachel Joyce qui préfère marcher. Voilà, on est dans Energy Lab pour Greg Alexander. C'est là où l'an dernier il s'était retrouvé
Maka et Rallart, et je pense que Rallart il aurait bien voulu rattraper Greg Alexander avant Energy Lab, d'où sa difficulté et on l'a vu sur les images précédentes où il était obligé un peu de ralentir le pas. Alexander, à cet instant précis, il est en tête de course, il est en tête devant Andreas Rallart. Il compte à peu près 4 minutes 30 d'avance sur l'Allemand. Et regardez qui se pointe derrière en troisième position, l'Australien Pete Jacobs, Pete Jacobs, lui qui est arrivé avec 10 minutes 50 de retard sur Lieto dans l'aire de transition. Il comptait 2 minutes 50 de retard sur Rallart et il comptait un peu plus de 5 minutes 30 de retard sur Craig Alexander. Ça revient vite, ça revient vite et là ça file vite aussi devant. On a vu les jambes de Chrissy Wellington, ça c'est Leanda Cave devant et Caroline Stephen dans Energy Lab en tête de la compétition. On la sent pas tout à fait à l'aise, on sent que la foulée devient difficile, derrière ça revient à toute vitesse et regardez ce qui se produit. Désormais Chrissy Wellington dépasse Leanda Cave et elle sera tout simplement après ce dépassement deuxième de la course. Ouais, déjà deuxième de la course. On le voit à l'entrée même pas à l'entrée d'Energy Lab, bien avant. Chrissy Wellington, on l'a vu, elle a passé la vitesse supérieure et maintenant elle sait qu'elle est capable d'aller chercher cette victoire. Elle va tout donner pour revenir sur Caroline Stephen. Craig Alexander, il est en tête de l'épreuve. Caroline Stephen, elle aussi est en tête de l'épreuve. Mais regardez, il y a maintenant 5 mètres qui simplement la séparent de Chrissy Wellington. Elle sait qu'elle est là, il n'y a plus rien à faire. La seule chose à faire, c'est de gérer sa course pour limiter, je dirais, presque les dégâts parce qu'on la sent pas au mieux, Caroline Stephen, la Suissesse, et d'essayer de garder une allure à peu près efficace. En plus, ça va être compliqué. On est pile poil à l'entrée d'Energy Lab, donc il reste encore quand même pas mal de kilomètres avant l'arrivée. Et surprise, Greg Alexander qui lui est obligé de stopper, victime de crampes. Eh oui, on est à hauteur du kilomètre 35, 36, on est plus très loin de l'arrivée. Il a fait le plus gros du boulot. Simplement là, il est pris par les crampes. Il est obligé de s'arrêter. Il va s'arrêter à plusieurs reprises. Et l'écran plutôt, la trotteuse qui tourne, je vous rappelle le record, 8h, 4 minutes et 8 secondes pour Luc Van Lier. Il est dans les temps. Il est dans les temps du record, mais la priorité c'est la victoire et on est qu'à la sortie d'Energy Lab, donc il reste encore peu de kilomètres à vrai dire, parce que là maintenant, il reste 3 km, on a franchi la sortie d'Energy Lab. Les crampes lui ont pris effectivement un peu plus tard. On arrive sur Kona tout simplement et la ligne d'arrivée. Il faut qu'il s'accroche. Craig Alexander, Steve Jacobs en deuxième position et Andreas Rallart en troisième place. Regardez le visage, le masque sur le visage de l'Australien qui souffle et donne le maximum pour aller jusqu'à cette ligne d'arrivée. Ligne d'arrivée qu'il va franchir dans un temps de 8h 3 minutes et 56 secondes. 8h 3 minutes et 56 secondes, 12 secondes de moins que le record établi par Van Lier en 96. Il n'a pas eu le temps de savourer cette ligne droite d'arrivée. Il voulait le record, il voyait qu'il était dans les temps. Voilà, donc là il relâche tout. Là c'est les crampes qui prennent le dessus. Donc Greg Alexander, il fait pas de bruit, mais il en est déjà à sa 3e victoire. On peut déjà dire qu'il est rentré dans la légende, puisque devant lui, seulement Dave Scott et Mark Allen, et il est à égalité de victoire avec Peter Reid. Chrissy Wellington en tête de la course. Miranda Carfrae, qui elle aussi essaye de faire l'effort. Elle est en deuxième position. Elle grappille seconde après seconde du temps sur la Britannique. Est-ce que ce sera suffisant pour avoir ça dans une poignée de secondes? Pour l'instant, on suit l'arrivée de Pete Jacobs, australien, deuxième. Ici, 8h 9 minutes et 11 secondes. Troisième place pour l'Allemand. Encore un podium pour Andreas Rallart. 8h 11 minutes et 7 secondes. Belle surprise de Pete Jacobs. Il fallait se mesurer à Rallart. Rallart qui avait vraiment misé toute sa saison sur Hawaï. Ils ont donné un maximum. Ils sont ratatinés. Ils sont cuits de chez cuits. Tiennent plus sur les guibolles une fois la ligne de franchie. Ça c'est Dirk Bockel, le luxembourgeois, qui prend la 4e place, 8h12 58. Belle perf, très très belle performance. 5e position pour Timo Bracht, le voici. L'Allemand, 8h 20 minutes et 12 secondes. Chrissy Wellington qui en termine. La ligne d'arrivée est proche, elle s'est déjà imposée ici à 3 reprises. C'est donc vers une 4e victoire qu'elle court, Cyril, une 4e victoire.
4e victoire et en 4e participation, il me semble. 0 faute, puisque l'an dernier, on peut pas dire qu'elle ait participé, elle a pas pu prendre le départ. Chrissy Wellington qui a fait quand même une course formidable, parce qu'à la sortie de l'eau, beaucoup d'athlètes auraient dit bon, je laisse tomber pour cette année, je suis blessé, je peux pas. Et malgré tout, voilà, elle a mis la pression à ses adversaires et elle allait chercher cette victoire vraiment au fond d'elle-même. Vraiment très grande championne que Chrissy Wellington. 8h55.08 pour Chrissy Wellington. Entre-temps est arrivé Cyril Viennot, bien sûr, le français. 15e place pour Cyril Viennot en 8h37 minutes. Patrick Vernet avait lui abandonné. Superbe perf pour une première ici à Hawaï pour ce jeune triathlète français Cyril Viennot. 2e place chez ces dames. Elle en termine presque au sprint. L'américaine tenante du titre, Mirinda Carfrae, qui va franchir la ligne sous les 9h. 8h57 minutes et 57 secondes. Ouais, très belle perf. Voilà, elle n'a pas pu s'accrocher à Chrissy Wellington à la fin du vélo et ça lui a coûté, puisque au marathon on a vu que ces filles étaient vraiment très proches. Donc Miranda Carfrae qui finit 2e derrière Chrissy Wellington et 3e place pour Leanda Cave. Exactement, Leanda Cave, 9h03.29, 4e place pour Rachel Joyce, 9h06.57. Fin de parcours probant pour Rachel Joyce, qui est venue prendre la 4e place à Caroline Stephen, qui termine elle avec l'énergie presque du désespoir. Elle s'accroche, la Suissesse, celle qui avait pris une 2e place l'an passé. Elle devra se contenter d'une 5e position, mais quand même 5e place en 9h07 et 32 secondes. Elle est elle aussi au bout du rouleau. C'est loin d'être terminé, bien sûr, pour les autres athlètes, les groupes d'âge. On a vécu véritablement une édition d'une intensité absolument incroyable. Ouais, très belle course, vraiment beaucoup de suspense. Alors certes, complètement différent par rapport à l'an passé, où l'an dernier on avait eu un duel accroché mano à mano, puisque les favoris étaient côte à côte. Là on a eu un duel à distance et Andreas Rallart a craqué un peu, Pete Jacob en a profité. Et c'est surtout la grosse perte de Chrissy Wellington, qui était loin à la sortie de l'eau et qui a tout donné pour revenir et pour montrer à ses adversaires que même un peu fatiguée, elle était capable d'aller gagner l'Ironman d'Hawaï. Prochain rendez-vous sera la semaine prochaine, le Norseman en Norvège. Rien à voir, mais une nouvelle épreuve sur Sport+. Salut.